La pénurie de main-d'œuvre intérieure causée par la guerre n'avait pas encore été comblée. Aussi, les autorités faisaient-elles venir des prisonniers allemands, dotés de compétences pratiques. Fort Bragg manquait de personnel pour les cuisines. Margaret, avec son expérience médicale, était surqualifiée pour éplucher des pommes de terre, mais c'est là qu'on l'avait placée. Elle ne protestait pas. Se plaindre ne menait à rien pour une prisonnière. L'hôpital était immense. 300 lits répartis dans divers pavillons, avec des salles d'opération, des unités de rééducation et un centre pour les brûlés. Il constituait le principal établissement médical pour l'ensemble de la base militaire de Fort Bragg. Des dizaines de milliers de soldats s'y formaient en vue d'une armée de temps de paix que tous espéraient, sans vraiment y croire encore. Le service des grands brûlés était le plus éprouvant, murmuraient les autres employés de cuisine. Des soldats hurlant dans la nuit, l'odeur de tissus endommagés, des infections que la médecine moderne ne parvenait pas toujours à vaincre, une mort qui survenait lentement et dans la souffrance. Margaret avait déjà soigné des victimes de brûlures. Au cours de la guerre, elle avait traité des hommes pris dans des incendies de chars, des explosions d'immeubles ou des assauts à l'arme incendiaire. Les brûlures figuraient parmi les blessures les plus ardues à gérer. Risque élevé d'infection, douleur intense, temps de guérison prolongé et taux de mortalité élevé dès que l'infection s'installait. Les médecins américains étaient un maître compétent. Elle le percevait en les observant à l'œuvre et en écoutant leurs échanges sur les cas. Ils appliquaient les techniques les plus récentes, avec des sulfamides, des pansements antiseptiques et tout ce que la science contemporaine proposait. Pourtant, il arrivait que la science moderne se heurte à ses limites. Elle l'avait compris durant la guerre et sa grand-mère le lui avait enseigné avant cela. Cette dernière, Anna Fischer, exerçait en tant que guérisseuse dans leur village, à l'époque où la médecine traditionnelle l'emportait encore. Née en 1875, elle avait été formée aux remèdes populaires allemands par sa propre grand-mère. Elle maîtrisait les soins aux plaies à base d'herbes, de miel et de traitements naturels transmis de génération en génération. Enfant, Margaret avait appris ces méthodes ancestrales aux côtés de l'enseignement médical moderne dispensé par son père. N'oublie jamais les savoirs anciens, lui avait conseillé sa grand-mère. La médecine moderne est puissante, mais elle n'a pas réponse à tout. Les Wits traditionnels réussissent là où les nouvelles échouent. Le père de Margaret se montrait dubitatif. C'était un médecin formé dans les universités, adepte de la science et du progrès. Néanmoins, il avait vu sa mère guérir avec succès des infections, des brûlures et des plaies qui déconcertaient ses confrères. Aussi avait-il permis à sa fille d'acquérir les deux approches. Pendant la guerre, lorsque les approvisionnements s'épuisaient, que les antibiotiques manquaient et que les soldats blessés affluaient sans que la médecine officiesse n'apporte de solution, Margaret avait recours discrètement à ses remèdes ancestraux, sans en faire état publiquement, et ils s'étaient révélés efficaces. Mais elle avait appliqué des pansements au miel sur des brûlures, des cataplasmes d'herbes contre les infections et des traitements naturels pour les plaies, sauvant des vies que les protocoles médicaux officiels jugeaient irrécupérables. Mais elle n'en avait jamais parlé.
rien consigné par écrit ni signalé aux supérieurs. Qui aurait cru que des pratiques folkloriques millénaires surpassaient les antibiotiques modernes? Qui prêterait attention à une infirmière invoquant la sagesse de sa grand-mère plutôt que des études universitaires? Elle était donc restée silencieuse, employant ces techniques en cachette pour préserver des vies sans en révéler le secret. Et voilà qu'elle se trouvait dans un hôpital militaire américain, à éplucher des pommes de terre en cuisine, tandis que les médecins discutaient de soldats succombant à des brûlures infectées, des hommes qu'elle savait pouvoir sauver. La première fois qu'elle faillit s'exprimer, ce fut lors de la 3e semaine. Elle transportait des assiettes sales près du service des brûlés quand elle surprit le docteur Harrison, en conversation avec un collègue dans le couloir. Le cas Peterson ne réagit pas au sulfamide. L'infection se propage malgré des doses maximales. Je n'ai plus d'option. Margaret poursuivit son chemin. Cela ne la concernait pas. Elle n'avait pas à s'en mêler. Elle était prisonnière, une ennemie. Personne ne l'aurait écoutée de toute façon. La 2e occurrence survint en 5e semaine. Elle vidait des poubelles dans le couloir lorsqu'elle vit une jeune recrue évacuée du service des brûlés sur un brancard, un drap tiré sur le visage. Morte. L'infirmière qui poussait le chariot avait les yeux humides. Margaret serra plus fort les poignées de sa benne à ordures. Elle aurait pu le sauver. Elle en était certaine. Le traitement au miel de sa grand-mère aurait fonctionné, comme il l'avait fait tant de fois durant la guerre. Mais qui était-elle pour intervenir? Une prisonnière de guerre allemande, osant contredire des médecins américains. Elle se tut. La 3e fois fut différente. Nous étions début avril. Elle nettoyait la cuisine à la fin de son service quand le docteur Harrison entra chercher du café. Il paraissait exténué, vaincu. Elle avait déjà vu cette expression sur le visage de docteur ayant perdu trop de patients. Il ne la remarqua pas d'abord, se contentant de verser du café froid dans une tasse et de le fixer sans y toucher. 15 lits, marmonna-t-il pour lui-même. 15 soldats et je ne peux en sauver aucun. Puis il l'aperçut, sembla surpris un instant, comme s'il avait oublié la présence d'autrui. « Désolé, dit-il, je ne voulais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas, monsieur, » répondit Margaret d'une voix douce. Son anglais était fluide, teinté d'un accent subtil. Elle l'avait appris à l'école et perfectionné durant sa captivité. Le docteur Harrison inclina la tête, prêt à partir, quand Margaret prit une résolution. « Docteur, monsieur, pour les patients brûlés, je possède peut-être une connaissance utile. » Harrison s'immobilisa, pivota vers elle, son regard oscillant entre espoir et doute. « Vous êtes l'aide cuisinière allemande, » déclara-t-il sans malveillance, simplement en énonçant un fait. « Oui, monsieur, mais auparavant, j'étais infirmière dans le corps médical de l'armée allemande. J'ai œuvré dans des hôpitaux de campagne pendant 4 ans. J'ai soigné de nombreuses victimes de brûlures. » L'expression de Harrison changea, piqué par la curiosité. « Ainsi, vous avez une formation médicale, ? » Oui, monsieur. Et ma grand-mère était guérisseuse. Elle m'a transmis des techniques ancestrales pour soigner brûlures et infections. Des approches efficaces quand la médecine conventionnelle échoue. Le scepticisme revint sur le visage de Harrison. Des techniques ancestrales.
Vous parlez de remèdes populaires? Oui, monsieur. Nous employons des sulfamides, des pansements antiseptiques, toute la science médicale moderne. Et vous proposez quoi? Des plantes, des superstitions d'un autre âge. Margaret avait anticipé cette réaction. Je parle de méthodes qui ont sauvé des vies pendant la guerre, sans antibiotiques ni fournitures modernes. Des traitements hérités de ma grand-mère, transmis sur des générations. Ils sont efficaces. Docteur, je les ai vus réussir. Harrison resta silencieux un bon moment. Elle percevait son conflit intérieur. Sa formation lui dictait de rejeter cela. Médecine populaire, croyance irrationnelle, sans fondement scientifique. Pourtant, elle devinait aussi son désespoir. 15 soldats agonisants et la médecine actuelle sans solution. Quelles sont ces techniques ancestrales? Demanda-t-il enfin. Du miel, expliqua Margaret. Du miel de qualité médicale mélangé à certaines herbes, appliqué directement sur les brûlures. Cela empêche les infections, favorise la cicatrisation, atténue les cicatrices. Ma grand-mère l'utilisait depuis 70 ans. Moi, pendant la guerre. C'est plus performant que les pansements au pétrole ou au nitrate d'argent. Le miel. Le ton de Harrison resta neutre. Vous suggérez d'appliquer du miel sur des brûlures du 3e degré? Pas seulement du miel. Une préparation médicale précise, un mélange spécifique, une pose adaptée. Mais oui, le miel en est la base. Harrison hésita, cherchant ses mots. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la médecine moderne. On n'utilise pas des produits alimentaires comme traitement. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, la médecine moderne laisse vos soldats mourir. Les mots sortirent plus vifs qu'elle ne l'avait voulu. Elle vit le visage de Harrison se crisper, s'attendant à un rejet, un départ furieux, une accusation d'insubordination. Au lieu de cela, il dit « Expliquez-moi, le fondement médical, pourquoi le miel agirait ?» Margaret inspira profondément. Le miel possède des propriétés antibactériennes naturelles. Il crée un milieu où les bactéries ne survivent pas. Il aspire aussi le liquide des plaies, diminuant l'œdème et stimulant la guérison. Les herbes que nous ajoutons, comme la chandula, la consoude, le plantain, renforcent ces vertus, apaisent l'inflammation, accélèrent la régénération des tissus. Et vous l'avez pratiqué vous-même, vu son efficacité à maintes reprises, monsieur. Pendant la guerre, j'ai traité plus de 50 cas de brûlure avec cette formule. Seulement 2 décès dus à des blessures trop graves pour toute intervention. Les autres ont guéri complètement, certains en moitié moins de temps que les protocoles standards. Harrison la fixa intensément. Elle le vit évaluer, sous-peser. 50 cas, 2 morts. Un taux de survie de 96%, supérieur à ce qu'il obtenait avec les méthodes actuelles. « Pourquoi n'en avez-vous pas parlé plus tôt ?» interrogea-t-il. « Parce que je suis prisonnière, monsieur, une ennemie. Qui m'aurait entendu? Qui m'aurait cru? J'ai préféré me taire. Mais je parle maintenant, car des soldats meurent, monsieur, et je sais que je peux les sauver. Rester muette pendant que des hommes périssent, c'est pire que le danger de m'exprimer. » Harrison garda le silence un long instant. Puis il déclara « Montrez-moi. Demain, apportez votre traitement au miel. Expliquez sa préparation. Laissez-moi l'observer avant toute application sur un patient. » Margaret sentit un poids se relâcher dans sa poitrine, espoir, soulagement, appréhension, tout à la fois. « Merci, docteur,
Je ne vous décevrai pas. »« Ne me remerciez pas encore, » répliqua Harrison. « Je ne m'engage à rien. Je veux juste comprendre de quoi il s'agit. Si c'est absurde, on arrête là, compris? »« Compris, monsieur. » Harrison partit. Margaret demeura seule dans la cuisine déserte, consciente de son audace. Elle avait osé s'exprimer, contester l'autorité, proposer d'enseigner aux médecins américains une pratique ignorée. Cela sauverait des vies ou tournerait au désastre pour elle. Pas d'entre-deux. Le lendemain matin, Margaret réunit les ingrédients nécessaires. L'hôpital disposait de miel en réserve culinaire, pas médical, mais pur et utilisable. Elle en réclama un petit pot, plus des provisions du jardin potager, fleurs de chandula, feuilles de consoude, plantain. L'infirmière superviseuse s'interrogea sur les besoins d'une aide cuisinière en ses articles. Margaret précisa que le docteur Harrison lui avait demandé de préparer une mixture. L'infirmière fronça les sourcils, mais acquiesça. Les médecins primaient, même pour des demandes inhabituelles. Margaret s'appliquait avec minutie, respectant scrupuleusement la recette héritée de sa grand-mère. Les dosages devaient être impeccables. L'équilibre entre le miel et les plantes aromatiques était crucial. Un excès d'herbe rendrait la préparation trop épaisse pour s'étaler correctement, tandis qu'une quantité insuffisante diminuerait ses vertus curatives. Elle réduisit les fleurs de chundela en une poudre impalpable, hacha à menu les feuilles de consoude et de plantain, puis incorpora le tout au miel, dans des proportions précises, laissant reposer le mélange pendant 30 minutes, afin que le miel libère les principes actifs des herbes. Le produit final formait une pâte brun doré, dense mais facile à appliquer, imprégnée d'une odeur caractéristique de plante. C'était exactement le baume pour brûlure que Anna Fisher avait confectionné pendant 70 ans. Le docteur Harrison la rejoignit dans une remise attenante à la salle principale, un endroit discret, à l'abri des regards des autres employés qui auraient pu s'interroger sur cette activité. « Montre-moi » demanda-t-il. Margaret leva le pot. Il s'agit d'un remède appliqué directement sur les brûlures nettoyées, puis recouvertes d'une gaze en coton léger, changé toutes les 12 heures. Le miel doit rester humide, donc il ne faut pas bander trop serré. Harrison saisit le récipient, l'inspecta visuellement, le huma et grimaça légèrement. « Ça sent le jardin », commenta-t-il. « Les herbes y apportent des propriétés cicatrisantes. La chandula atténue l'inflammation, la consoude favorise la régénération des tissus et le plantain combat les infections, d'après la médecine populaire. » Selon des siècles d'usage validés, le docteur posa le pot. « Voici mon souci, mademoiselle Fisher. Je suis médecin diplômé, formé à Johns Hopkins. Je crois en la science, en la recherche, en les essais contrôlés. Ce que vous me présentez... » Margaret l'interrompit. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je saisis votre doute, mais la science n'a pas encore réponse à tout, et ce qu'elle ne peut expliquer n'en est pas moins efficace. »« Vous parlez comme ma grand-mère, » répliqua Harrison. Une nuance presque tendre perçait dans sa voix. Elle était guérisseuse et sage-femme en Appalachian. Elle recourait à toutes sortes de remèdes végétaux. Mon père détestait ça. Il y voyait de la superstition. Mais, Harrison s'interrompit. J'ai vu une fois comment elle avait sauvé une femme en pleine hémorragie postpartum. Les médecins étaient impuissants,
Ma grand-mère lui avait fait boire une tisane d'herbe. L'hémorragie s'est arrêtée. La patiente a survécu. Votre grand-mère maîtrisait les savoirs ancestraux. Margaret murmura doucement. Comme la mienne. Harrison la dévisagea un long moment. Si j'accepte d'essayer ça, et j'insiste, ce serait officieux, sur un seul patient, dans des conditions surveillées. Et si la moindre complication survient, si l'état empire, on arrête sur le champ. Compris? Oui, monsieur, le soldat Mitchell, lit 7. C'est le cas le plus grave. L'infection se propage malgré un traitement maximal au soufre. Je lui donne 3 jours, peut-être moins. Il sait qu'il est en train de mourir. Le cœur de Margaret se serra. Commencer par le pire cas était périlleux. Un échec avec Mitchell ruinerait à jamais la confiance de Harrison en ses méthodes. Pourtant, elle savait aussi que si cela marchait sur lui, cela fonctionnerait sur n'importe qui. « Je peux le sauver », affirma-t-elle. « J'en suis certaine. » « Alors, prouvons-le », conclut-il. Cet après-midi-là, ils préparèrent Mitchell pour l'application. Harrison lui exposa la situation avec précaution, en privé. On a épuisé tous les recours de la médecine conventionnelle. Rien n'y fait. Quelqu'un m'a suggéré un traitement alternatif. Esnikiset. C'est non orthodoxe, fondé sur des pratiques traditionnelles plutôt que sur des approches modernes. J'ai besoin de votre accord pour le tenter. Les yeux de Mitchell brillants de fièvre. Sa peau avait viré au gris. L'infection remontait jusqu'à son épaule et menaçait sa poitrine. Il agonisait et en avait conscience. « Ça fera mal », murmura-t-il d'une voix faible. « Non, ça ne devrait pas », répondit Harrison. « Au contraire, ça pourrait apaiser. »« Dans ce cas, essayez, » dit Mitchell. « Qu'est-ce que je risque de plus ?» Harrison se tourna vers Margaret. « Il est à vous. » Elle avança, ayant obtenu l'autorisation d'appliquer elle-même le remède, sous la surveillance constante de Harrison. D'abord, elle rinça minutieusement les plaies avec une solution saline stérile. Les brûlures étaient affreuses de près. Tissu noirci, pus verdâtre, odeur typique de nécrose. Elle en avait vu de plus graves pendant la guerre, mais à peine. Mitchell haleta de douleur pendant le nettoyage. « Pardon, » souffla Margaret, « c'est indispensable. » Une fois les lésions propres, elle étala le mélange au miel uniformément sur toutes les zones brûlées. La texture était idéale, assez consistante pour adhérer, assez fluide pour imprégner les tissus endommagés. L'expression de Mitchell s'adoucit aussitôt. « C'est frais, » dit-il, « ça ne brûle plus. » Le miel aspire la chaleur des plaies, expliqua Margaret. Ça devrait soulager. Elle protégea le tout d'une gaze en coton léger, sans serrer, juste pour maintenir le miel en place et éviter les contaminations. Laissez poser 12 heures, indiqua-t-elle à Harrison. Ensuite, enlevez la gaze, nettoyez doucement aux salines et renouvelez l'application. L'ancien miel aura changé, plus foncé, avec du liquide dedans. C'est bon signe, précisa-t-elle. Ça indique que le miel extrait l'infection des plaies. Harrison prit des notes. Et on répète combien de fois? Toutes les 12 heures, jusqu'à ce que l'infection disparaisse et que la nouvelle chair commence à se former. Pour des brûlures aussi graves, cela pourrait durer de 7 à 10 jours. De 7 à 10 jours, répéta Harrison. Vous savez qu'il n'en a plus que 3 au maximum, selon le pronostic actuel. Il ira mieux d'ici 3 jours, affirma Margaret. Pas guéri, mais mieux.
l'infection sera nettement atténuée. Harrison la dévisagea, partagé entre espoir et scepticisme. Je n'y croirai que lorsque je le verrai de mes yeux. 18 heures plus tard, le docteur Harrison se tenait au chevet de Mitchell, le visage figé dans une incrédulité totale. Les plaies avaient changé d'aspect, toujours affreuses. Les brûlures du 3e degré ne se résolvent pas en une nuit, mais transformées. La teinte verdâtre de l'infection s'était estompée. Les tissus paraissaient moins enflammés, moins gonflés. L'odeur n'était plus celle de chair putride, mais presque sucrée, évoquant le miel et des plantes aromatiques. Et Mitchell était conscient, alerte. Sa fièvre était tombée au cours de la nuit. Son teint s'était amélioré. Il buvait de l'eau, parlait, réclamait à manger. « Comment te sens-tu » demanda Harrison. « Mieux, » répondit-il. « Beaucoup mieux. La douleur est moindre. Je peux remuer mon bras un peu sans avoir envie de hurler. » Harrison inspecta les plaies avec minutie. Le mélange au miel était devenu brun foncé, mêlé d'un liquide. Le miel aspirait l'infection, exactement comme Margaret l'avait prédit. Les tissus en dessous semblaient mordre plus net. Les zones nécrosées avaient cessé de s'étendre. C'est... Harrison ne termina pas sa phrase. Il jeta un regard vers Margaret, immobile dans un coin. « C'est impossible. »« C'est en train de se produire, docteur, » répondit-elle simplement. Harrison fit venir un autre médecin, le docteur Thomas Wade, chirurgien en chef de l'hôpital. Wade examina Mitchell, compara son état actuel aux notes d'hier, observa le pansement au miel avec un scepticisme évident. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama-t-il. « Un traitement expérimental, » répondit Harrison. « Un pansement à base de miel, issu de la médecine traditionnelle. » Du miel? La voix de Wade monta d'un ton. « Vous soignez des brûlures du 3e degré avec du miel? Du miel infusé d'herbes médicinales spécifiques, monsieur, » proposa Margaret d'une voix calme. Wade la toisa. « Et qui êtes-vous? » Margaret Fisher, monsieur. « Je suis une travailleuse paix au Udusladu, mais avant cela, j'étais infirmière. »« Une infirmière allemande ?» demanda Wade d'un ton sec. « Oui, monsieur. » Wade se tourna vers Harrison. « Vous suivez les conseils médicaux d'une prisonnière allemande. Êtes-vous devenu fou? »« Regardez le patient, Tom, » dit Harrison. « Hier, il était sceptique, mourant. Aujourd'hui, plus de fièvre. L'infection est visiblement en régression. Il est alerte et mange. Le miel fonctionne. Ou alors, il s'est rétabli tout seul. Une guérison spontanée. Ça arrive. Pas avec des infections aussi avancées. Vous le savez bien, ça n'arrive pas. » Wade observa les plaies de Mitchell. Son incrédulité était palpable, mais son entraînement médical l'était tout autant. Il ne pouvait nier l'évidence sous ses yeux. « Combien d'autres cas avez-vous testés avec ça ?» demanda Wade. « Seulement Mitchell pour l'instant. Je tenais à vérifier son efficacité avant de l'étendre. »« Et vous avez appris ce traitement où ?» interrogea Wade en se tournant vers Margaret. « De ma grand-mère, monsieur. Elle était guérisseuse en Allemagne. Elle pratiquait la médecine traditionnelle depuis 70 ans. J'ai utilisé ces techniques pendant la guerre, quand les fournitures modernes manquaient. De la médecine populaire, lâcha Wade avec dédain. De la médecine populaire qui sauve la vie du soldat Mitchell, souligna Harrison. Wade resta silencieux un long moment, puis il déclara. Très bien, voici ce qui va se passer. Portier, vous poursuivez le traitement au miel sur Mitchell. Notez tout. Chaque application, chaque évolution, chaque constat. S'il continue à s'améliorer,
On envisagera de l'appliquer à d'autres patients, mais ça reste confidentiel. Je ne veux pas que la communauté médicale apprenne que Fort Bragg utilise du miel pour soigner des brûlures avant d'être absolument sûr que ça marche. « Compris », répondit Harrison. Wade partit. Harrison regarda Margaret. « Vous venez de convaincre un homme très sceptique de considérer la médecine traditionnelle. » « Ce n'est pas rien. Je ne cherche pas la gloire, docteur. Je veux sauver les autres soldats. » « Un pas à la fois, » dit Harrison. « Assurons-nous d'abord que Mitchell progresse. » Mais Margaret le lisait dans ses yeux. Il était déjà persuadé, déjà en train de réfléchir à l'application de ces méthodes sur les 14 autres soldats de l'unité des brûlés. Au bout du 3e jour, l'amélioration de Mitchell était irréfutable. L'infection avait presque disparu. De nouveaux tissus commençaient à se former au bord des brûlures. Les zones nécrosées n'avançaient plus et se détachaient naturellement, laissant place à des tissus sains en dessous. Mitchell pouvait bouger son bras sans crier. Il prenait des repas complets. Son teint était revenu à la normale. Il plaisantait avec les infirmières, s'enquérait de sa date de sortie. Il y a 2 semaines, j'aurais qualifié ça de miracle, dit Harrison en examinant les plaies. Aujourd'hui, je l'appelle une médecine qu'on ignorait posséder. Il soumit une proposition au docteur Wade, étendre le traitement au miel aux autres patients brûlés. Wade demeurait dubitatif, mais ne pouvait contester la guérison de Mitchell. « Commencez par les 5 cas les plus graves, » ordonna-t-il. « Même protocole. Documentez tout, et pour l'amour de Dieu, gardez ça secret jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce n'est pas un coup de chance. » Margaret forma Harrison et 2 infirmières sur la méthode précise de préparation. Leur montra comment mélanger le miel et les herbes, comment l'appliquer correctement, comment détecter les signes de guérison par rapport aux signes de complication. Les 5 nouveaux patients entamèrent le traitement le 4e jour. Au 6e jour, ils présentaient tous des progrès. Les infections s'estompaient, les fièvres baissaient, les douleurs diminuaient. La nouvelle se répandit dans l'hôpital. Pas officiellement, car Wade avait imposé le silence, mais par des murmures parmi le personnel. La prisonnière allemande en cuisine disposait d'un remède miracle contre les brûlures. Des soldats agonisants se rétablissaient. D'autres médecins vinrent observer. Plus d'infirmières souhaitaient maîtriser cette thérapie. Le mélange au miel devint la procédure standard dans le service des brûlés, même si officiellement il restait expérimental. À la fin de la 2e semaine, les 15 patients initiaux progressaient tous, certains de manière spectaculaire comme Mitchell, d'autres plus graduellement, mais tous dans la bonne direction. 0 décès, 15 rétablissements. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le docteur Wade convoqua une réunion avec l'équipe médicale de l'hôpital. Margaret fut invitée à y participer, une première depuis sa capture. Ce qu'on observe dans le service des brûlés, déclara Wade, remet en question tout ce que je croyais savoir sur le traitement des plaies. Un remède ancestral, sans aucune recherche scientifique à ma connaissance, surpasse nos meilleures approches modernes. Je veux en comprendre la raison. Il se tourna vers Margaret. « Mademoiselle Fisher, expliquez-nous précisément comment cela fonctionne. » Margaret se leva. Tous les regards étaient rivés sur elle, certains curieux,
d'autres de pistef, certains franchement hostiles. Une prisonnière de guerre allemande enseignant la médecine à des médecins américains. Le miel, entama-t-elle, sert au traitement des plaies depuis des millénaires. Les anciens Égyptiens l'utilisaient, les Grecs l'employaient, les Romains s'en servaient. Mais nous avons oublié ces savoirs avec l'avènement de la médecine moderne. Nous pensions avoir des solutions supérieures. Elle marqua une pause, organisant ses idées. Le miel agit en créant un milieu où les bactéries ne peuvent survivre. Il est acide, avec un pH d'environ 3,5 à 4,5. La plupart des bactéries ne tolèrent pas un environnement acide. De plus, son faible taux d'humidité aspire les fluides des plaies par osmose. Cela atténue les gonflements et déshydrate les bactéries. En outre, poursuivit-elle, le miel renferme une enzyme nommée glucose, oxydase. Quand le miel est dilué par les fluides de la plaie, cette enzyme libère lentement et continuellement du peroxyde d'hydrogène, un antiseptique naturel diffusé directement dans la lésion au fil du temps. La salle était muette. Un médecin leva la main. « D'où tenez-vous ces connaissances en chimie ?» Mon père était médecin. Il m'a enseigné les bases des sciences médicales. Ma grand-mère m'a transmis l'application pratique. Ensemble, j'ai appris à saisir à la fois le pourquoi des mécanismes et la façon de les employer. Un autre médecin intervint. Si le miel est si efficace, pourquoi n'est-il pas dans nos manuels médicaux? Parce que la médecine moderne a développé les antibiotiques, répondit Margaret. Les sulfamides, la pénicilline, ils sont si performants que nous avons délaissé les méthodes traditionnelles. Mais les bactéries développent une résistance à ces médicaments. Et certaines plaies, comme les brûlures, ne réagissent pas bien aux antibiotiques seuls. Le miel opère différemment. Les bactéries ne peuvent lui résister. Le docteur Wade hocha la tête avec lenteur. Nous nous sommes tant concentrés sur les innovations que nous avons négligé les anciennes approches. Ces savoirs ancestraux, affirma Margaret, n'ont pas disparu parce qu'ils étaient erronés. Ils ont été oubliés parce que nous avons cessé de les enseigner, mais cela ne les empêche pas de fonctionner. Au cours du mois suivant, le service des brûlés se transforma en laboratoire pour la médecine traditionnelle. Margaret instruisit le personnel non seulement sur le traitement au miel, mais aussi sur d'autres remèdes hérités de sa grand-mère, des cataplasmes de consoude pour les ecchymoses et entorses, des onguents à la consoude pour les petites coupures, du plantain contre les infections. Tout ne marchait pas à la perfection. Certains remèdes étaient trop variables. D'autres exigeaient des plantes introuvables. Certains se révélaient inférieurs aux options modernes. Mais le traitement au miel, lui, réussissait de façon constante, spectaculaire, incontestable. En mai 1946, Fort Bragg avait soigné 67 cas de brûlure avec le mélange au miel de Margaret. 64 s'en étaient sortis complètement. 3 décès, tous dus à des brûlures si graves qu'aucun traitement ancien ou moderne n'aurait pu les sauver. Un taux de survie de 95,5% contre 73% auparavant avec les protocoles standards. Les résultats étaient irréfutables. Le docteur Wade rédigea un rapport pour le quartier général du corps médical de l'armée. Description détaillée du traitement, des résultats, des techniques. Il préconisa des études approfondies, des essais officiels,
une éventuelle intégration dans les protocoles médicaux militaires standards. Il suggéra aussi autre chose, que Margaret Fisher soit reconnue officiellement comme consultante médicale pour l'armée des États-Unis. Malgré son statut de prisonnière, elle a sauvé plus de vies américaines que la plupart des soldats. Wade écrivit « Ses connaissances sont précieuses. Oh, nous devrions apprendre d'elle, non la confiner en cuisine. » Fort Bragg, juin 1946. Margaret se tenait dans le bureau de l'administrateur de l'hôpital, se demandant la raison de cette convocation inattendue. Le colonel Richard Foster était assis derrière son bureau, flanqué du docteur Wade et du docteur Harrison. « Oh, mademoiselle Fisher, déclara Foster, j'ai examiné les rapports sur votre traitement des brûlures. C'est impressionnant. » « Merci, monsieur. Le corps médical de l'armée s'y intéresse de près. Il souhaite analyser vos techniques et peut-être les adopter dans les hôpitaux militaires. Ils m'ont demandé de vous affecter à un rôle de consultante médicale, au lieu des tâches en cuisine. » Le cœur de Margaret fit un bond. « Monsieur, vous collaborerez avec notre équipe soignante en formant à l'utilisation du miel, en consignant les pratiques ancestrales. Vous logerez dans le bâtiment du personnel hospitalier et non plus dans les baraquements des prisonniers. Vous serez rémunéré comme contractante civile et non comme ouvrière captive. Je reste une prisonnière, monsieur. Formellement, oui, mais la guerre est terminée. L'Allemagne s'est rendue. Nous procédons au rapatriement des prisonniers qui le désirent et nous proposons des visas de travail à ceux dotés de compétences utiles qui préfèrent demeurer ici. Vous entreriez dans cette catégorie, si cela vous tente. » Margaret garda le silence. Revenir en Allemagne, dans un pays dévasté, un village peut-être effacé de la carte, une famille dispersée ou disparue, ou bien rester aux États-Unis, mettre son savoir au service du salut des vies, et peut-être y fonder un nouveau foyer. J'aimerais rester, monsieur, et poursuivre mon aide. Foster inclina la tête. Bienvenue alors parmi l'équipe médicale de Fort Bragg, mademoiselle Fisher. Au cours de l'année suivante, le rôle de Margaret s'élargit considérablement. Elle forma du personnel soignant dans plusieurs hôpitaux militaires, se déplaça sur diverses bases pour dispenser des cours sur le traitement au miel, rédigea des rapports exhaustifs sur les méthodes de sa grand-mère, convertissant des siècles de savoir oral en protocoles médicaux écrits. Le corps médical de l'armée lança des études officielles avec des tests en laboratoire sur le mélange de miel, des analyses de ses composants chimiques et des essais contrôlés opposant ce traitement aux soins standards pour brûlures. Chaque recherche validait ce que Margaret savait depuis toujours. Cela fonctionnait. En 1947, le traitement au miel fut adopté dans les hôpitaux pour vétérans à travers les États-Unis, soignant les victimes de brûlures de guerre, les soldats blessés à l'entraînement ou quiconque souffrait de plaies résistantes aux thérapies classiques. Les résultats ne variaient pas: guérison accélérée, infection diminuée, cicatrices atténuées, pronostic amélioré. Des revues médicales publièrent des articles sur les soins aux plaies à base de miel. Les universités se penchèrent sur ces mécanismes d'action. La communauté scientifique, d'abord dubitative, dut reconnaître que la médecine traditionnelle recelait des leçons précieuses. Et au cœur de tout cela
se trouvait Margaret Visser, la prisonnière allemande qui avait refusé de se taire. Fort Bragg, avril 1948. Le soldat James Mitchell se dressait dans la salle de kinésithérapie de l'hôpital, levant son bras droit au-dessus de sa tête. Amplitude complète, sans douleur. Les brûlures qui avaient failli l'emporter 2 ans plus tôt n'étaient plus que des marques discrètes, des cicatrices minimales en réalité, grâce au traitement au miel. Comment ça se passe? S'enquit le kinésithérapeute. Parfait, répondit Mitchell, comme si rien ne s'était produit. Il avait quitté l'hôpital après 3 semaines de soins, repris du service après 2 mois de convalescence. Désormais, il était libéré de l'armée et rentrait en Ohio en pleine forme. Avant de partir de Fort Bragg, il insista pour rencontrer Margaret. Ils se retrouvèrent dans la cour de l'hôpital. Elle se dirigeait vers un cours sur les soins des plaies pour de nouvelles infirmières. « Mademoiselle Fisher, » dit Mitchell, « je tenais à vous remercier avant mon départ. »« De rien, soldat Mitchell. Je suis heureuse de votre rétablissement. »« Rétablissement ?» Mitchell rit. « Vous m'avez sauvé la vie. Les médecins m'avaient donné 3 jours. Vous m'avez rendu tout mon avenir. » Margaret sourit. « C'est le miel qui vous a sauvé. Je n'ai fait qu'en connaître l'emploi. Ma grand-mère confectionnait des gâteaux au miel. » Mitchell ajouta, « Tous les dimanches. Je n'aurais jamais imaginé que le miel puisse être un remède. » « Tout peut devenir médicament, » répliqua Margaret, « si on sait s'en servir avec justesse. » Mitchell lui tendit la main. Margaret la serra. « À la maison, dit-il, quand on me questionnera sur mes cicatrices, je raconterai qu'une prisonnière allemande m'a sauvé avec du miel. Certains ne me croiront pas. »« Racontez-le quand même, » conseilla Margaret. « La vérité dépasse souvent les attentes. » Fort Bragg, décembre 1949. Margaret Visser se présentait dans un tribunal fédéral à Fayetteville, en Caroline du Nord. Le docteur Wadd et le docteur Harrison l'accompagnaient en tant que témoins. Le colonel Foster observait depuis les gradins. Le juge, un homme âgé, aux yeux bienveillants, parcourut ses dossiers de naturalisation. « Mademoiselle Fisher, dit-il, vous êtes arrivée ici comme prisonnière de guerre. Pourquoi désirez-vous devenir citoyenne américaine? » Margaret avait mûrement réfléchi à sa réponse. Elle avait peaufiné son anglais pour s'exprimer avec clarté. « Parce que l'Amérique m'a offert l'opportunité d'employer mon savoir pour soulager les souffrances, » répondit-elle. « En Allemagne, je n'étais qu'une infirmière. La sagesse de ma grand-mère passait pour du folklore, une idée surannée. Ici, quand j'ai partagé mes connaissances, les médecins ont écouté, ils les ont vérifiées, ils en ont tiré des enseignements. Ils appréciaient ce savoir, même s'il provenait de sources inattendues. » Elle s'interrompit un instant. Une émotion forte nouant sa gorge. « Ici, j'ai sauvé des vies. 200 soldats américains qui auraient ne péri. Ils ont survécu grâce à la disposition de l'Amérique à entendre une prisonnière ennemie. Grâce à la volonté des médecins américains d'apprendre d'une personne qu'ils avaient toutes les raisons d'écarter. C'est pourquoi je souhaite devenir américaine. Parce que ce pays privilégie la contribution au détriment de l'origine, le savoir par-dessus la nationalité, les résultats au lieu des préjugés. » Le juge inclina lentement la tête. « Ce sont d'excellentes raisons, mademoiselle Fisher. » Il apposa sa signature sur les documents. « Bienvenue aux États-Unis.
Vous êtes désormais citoyenne américaine. » Margaret saisit l'attestation d'une main tremblante. Américaine. Plus une prisonnière. Plus une ennemie. Une citoyenne. Le docteur Harrison l'étreignit. « Bienvenue chez toi, Margaret. »« Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir écouté alors que vous auriez pu me rejeter. Merci d'avoir osé parler alors que tu aurais pu te taire, » répondit Harrison. Walter Reed Army Medical Center, Washington, Decky 6, 1952. Margaret Fisher, désormais officiellement docteur Margaret Fisher, après avoir achevé un cursus médical accéléré via des programmes militaires spéciaux, se tenait devant une salle remplie d'officiers médicaux de l'armée. Elle exposait des recherches sur des protocoles avancés de soins aux plaies, inspirés de la médecine traditionnelle. Le corps médical de l'armée avait fondé une division entière de recherche dédiée à l'étude des méthodes de guérison historiques et traditionnelles du monde entier. « Ce que nous découvrons, » déclara Margaret, « c'est que la médecine moderne et le savoir ancestral ne s'opposent pas. Ils se complètent mutuellement. La science contemporaine peut éclaircir les raisons pour lesquelles les approches traditionnelles sont efficaces. Ces dernières, en revanche, résolvent des énigmes que la science moderne n'a pas encore élucidées. Et pas. Elle projeta des diapositives sur les taux de guérison des brûlures, des graphiques comparant les résultats des traitements au miel à ceux des soins standards, ainsi qu'une analyse chimique du mélange de miel expliquant précisément son action au niveau moléculaire. Le processus, précisa-t-elle, est multifactoriel. Le faible pH du miel génère un milieu acide qui freine la prolifération bactérienne. Son activité hydrique réduite assèche les cellules bactériennes. L'enzyme glucose oxydase libère en continu de peroxyde d'hydrogène. Les herbes spécifiques que nous incorporons amplifient ces propriétés. La chondula apporte des composés anti-inflammatoires supplémentaires. La consoude favorise la régénération des tissus. Le plantain fournit des effets antimicrobiens additionnels. Un général au premier rang leva la main. Docteur Fisher, combien de soldats ont-ils bénéficié de vos protocoles à ce jour? Margaret consulta et note. Au mois dernier, 1847 cas de brûlures traités dans les hôpitaux militaires. 1809 guérisons complètes, 38 décès, tous liés à des brûlures considérées comme incurables par toute méthode thérapeutique. Cela représente un taux de survie de 97,9%. Le général déclara « Oui, monsieur ». Par rapport au taux précédent de 73% avec les traitements standards seuls, la salle resta muette. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Plus de 400 soldats qui auraient succombé étaient en vie grâce à une médecine traditionnelle que la science moderne avait négligée. Nous mettons en œuvre vos protocoles dans tous les établissements médicaux militaires, annonça le général avec effet immédiat. Ceci devient désormais le standard de soins pour les traitements des brûlures dans les forces armées des États-Unis. Margaret sentit des larmes lui monter aux yeux. Le savoir de sa grand-mère, rejeté par la médecine moderne pendant des décennies, sauvait maintenant des vies à travers tout un pays. « Ma grand-mère serait fière », murmura-t-elle doucement. Entretien avec l'Army Medical Journal, printemps 1968. À 56 ans, le docteur Margaret Fisher accorda un long entretien sur ses 22 années au sein du corps médical de l'US Army.
En regardant en arrière, demanda l'intervieweur, « Quel fut le moment le plus décisif de votre carrière? » Margaret n'hésita pas. Avril 1946, quand j'ai choisi de m'exprimer, quand j'ai révélé au docteur Harrison que je savais comment sauver les soldats. Pourquoi ce moment fut-il si crucial? Parce qu'il m'a appris que le savoir transcende les nationalités, que la sagesse peut émerger de n'importe où, de n'importe qui, que la personne que la société méprise, la prisonnière, l'ennemi, la femme au fourneau, pourrait détenir la solution que tous recherchent avec désespoir. Elle se pencha en avant. Il m'a enseigné que s'exprimer malgré la peur, malgré le risque d'erreur, malgré le possible rejet, prime sur la sécurité du silence. Et qu'a-t-elle appris spécifiquement de l'Amérique? Qu'avec toutes ses failles et imperfections, ce pays est prêt à entendre, à s'instruire, à prioriser le savoir sur les préjugés, les résultats sur les diplômes, la vérité sur les habitudes. Quand j'étais prisonnière, le docteur Harrison aurait pu se moquer de moi, balayer la médecine de ma grand-mère comme du folklore, m'ignorer parce que j'étais allemande, une paix, une femme contredisant des médecins masculins. Mais il ne l'a pas fait. Il a écouté. Il a vérifié. Il a appris. Et parce qu'il a consenti à m'écouter, 200 soldats ont survécu qui seraient morts. Voilà, conclut Margaret, ce que l'Amérique représente pour moi. L'idée que les savoirs de n'importe qui comptent, que toute voix peut être entendue, que la vérité peut surgir des endroits les plus improbables si l'on ose écouter. Centre médical de l'armée Walter Reed, 1976. Le docteur Margaret Fisher s'est éteinte paisiblement dans son sommeil à l'âge de 64 ans. Elle avait servi dans le corps médical de l'armée pendant 30 ans, formé des milliers de personnels soignants et publié plus de 40 articles sur l'intégration de la médecine traditionnelle à la santé moderne. Plus de 300 personnes ont assisté à ses funérailles. Des soldats qu'elle avait sauvés, des médecins qu'elle avait instruits, des chercheurs en médecine qu'elle avait motivés. Le docteur Harrison, retraité et septuagénaire à présent, a prononcé l'éloge funèbre. Margaret Fisher était arrivée en Amérique en tant qu'ennemie, a-t-il déclaré. Elle a quitté ce monde en héroïne. Entre ces deux moments, elle a transformé notre vision du savoir médical et des origines de l'expertise. J'ai été le premier médecin qu'elle a approché. J'ai failli la rejeter, failli lui enjoindre de retourner à la cuisine, failli laisser mes préjugés et mon scepticisme m'empêcher de voir la vérité qu'elle proposait. Mais elle s'est montrée tenace, courageuse, convaincue de ses connaissances et avide d'aider, quitte à risquer le refus. Grâce à cela, parce qu'elle a osé prendre la parole alors que le silence aurait été plus simple. 200 soldats de l'unité des brûlés ont survécu, et bien d'autres au-delà. À mesure que ces méthodes se sont diffusées, a continué Harrison en marquant une pause, la voix chargée d'émotion. Elle m'a appris que l'expertise se trouve partout, que l'individu qu'on néglige, qu'on écarte, qu'on ignore, pourrait être le génie dont on a désespérément besoin. Que la sagesse ne passe pas par des diplômes, que le savoir ignore la nationalité ou le rang. Margaret nous a démontré que les solutions attendues depuis des siècles étaient là, attendant simplement quelqu'un de courageux pour les partager et quelqu'un d'humble pour les entendre. Centre médical de l'armée. Walter Reed, 2024.
le centre Margaret Pfizer pour la médecine intégrative occupe une aile ultramoderne de l'hôpital. Des parois vitrées donnent sur des jardins où poussent des herbes médicinales. Cohotam, Shundula, Consoude, Plantain et des dizaines d'autres. Le centre fête son 48e anniversaire cette année. En près de 5 décennies d'activité, il a répertorié des pratiques de guérison traditionnelles issues de 63 pays, publié plus de 2300 études sur la médecine intégrative, formé 4 générations de personnels médicaux militaires, élaboré des protocoles adoptés dans des hôpitaux civils du monde entier et sauvé environ 50 000 vies rien qu'avec les traitements contre les brûlures. Le traitement des brûlures à base de miel, recette de la grand-mère de Margaret, est toujours employé de nos jours. Toujours enseigné dans les écoles de médecine, toujours en train de sauver des vies. Les versions modernes sont plus sophistiquées. Miel de qualité pharmaceutique, extrait d'herbes standardisé, protocole d'application précis, mais le principe fondamental demeure intact. Le miel génère un milieu où les plaies cicatrisent et les infections ne peuvent survivre. Une plaque de bronze dans le hall d'entrée du centre relate l'histoire de Margaret. En avril 1946, Margaret Pfizer était une prisonnière de guerre allemande œuvrant dans une cuisine d'hôpital. Voyant des soldats américains succomber à des brûlures infectées, elle s'est exprimée. Elle a transmis les savoirs ancestraux de guérison de sa grand-mère. Un traitement des plaies à base de miel, rejeté par la médecine contemporaine. Son audace à s'exprimer et la disposition du docteur Robert Harrison à l'écouter ont préservé la vie de 200 soldats et transformé les soins des brûlures dans l'armée. Ce centre rend hommage à son héritage. L'expertise est omniprésente. La sagesse provient de sources inattendues et le savoir transcende les nationalités. Les étudiants en médecine le lisent chaque jour. Certains le considèrent comme une simple anecdote historique. D'autres y voient un rappel pressant que la personne négligée pourrait détenir les connaissances essentielles. Que ce qu'on qualifie de folklore pourrait être une science encore incomprise. Que véritablement écouter les voix surprenantes pourrait être la compétence médicale la plus vitale à cultiver. Le traitement au miel de Margaret est encore utilisé à travers le monde. Les médecins de combat transportent des pansements à base de miel. Les centres des brûlures appliquent ces protocoles en première intention. Les hôpitaux des pays en développement, limités en antibiotiques, se tournent vers le miel quand la médecine moderne fait défaut. Les recherches se poursuivent. Les scientifiques décryptent désormais les mécanismes moléculaires précis. Comment le peroxyde d'hydrogène du miel éradique les bactéries? Comment sa pression osmotique atténue les gonflements? Comment des composés spécifiques de la Shundula et de la Consoude favorisent la guérison au niveau cellulaire? Ce que la grand-mère de Margaret percevait par des siècles d'observation, la science moderne l'explique aujourd'hui par la biochimie. Mais cette sagesse était présente depuis toujours, n'attendant que quelqu'un pour y prêter attention. Tout cela parce qu'une prisonnière allemande a refusé de se taire face à la mort de soldats. Parce qu'un médecin américain a eu l'humilité d'écouter un ennemi. Parce que le savoir authentique, le vrai savoir, se moque des frontières, des titres ou des positions. Il agit simplement. Si cette histoire vous a touché,
si elle a modifié votre vision de l'origine de l'expertise, de ceux à qui nous devrions prêter l'oreille, de la sagesse que nous risquons d'ignorer en ce moment même. Alors, je dois vous expliquer pourquoi votre présence ici compte tant. Les savoirs de Margaret Fuser ont failli périr dans un camp de prisonniers de guerre. Ils ont tenu bon grâce à son audace pour s'exprimer et à l'humilité du docteur Harrison qui a su entendre. Partout dans le monde aujourd'hui, des individus portent en eux des connaissances semblables à celles de Margaret. Une sagesse ancestrale forgée par l'expérience, une compréhension concrète qui n'émane pas des amphithéâtres, mais des leçons transmises au fil des générations, des aïeuls, formant leurs petites filles, des lignées familiales, perpétuant ce qui fait ses preuves. Et trop fréquemment, nous écartons ces voies. Nous les négligeons faute de diplômes appropriés, parce qu'elles surgissent de sources imprévues, parce qu'elles remettent en question nos certitudes. L'histoire de Margaret démontre que rejeter ces voies inattendues nous prive de solutions, nous coûte des avancées, nous coûte des vies. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne vous contentez pas de visionner de l'histoire. Vous intégrez une communauté convaincue que le génie se cache en des lieux surprenants. Que la prochaine découverte pourrait jaillir de celui que tous méprisent, que véritablement écouter les voix que la société relègue au second plan pourrait être notre geste le plus essentiel. Ces récits comptent parce qu'ils nous incitent à demeurer modestes, curieux, à ne jamais prétendre tout savoir, à se rappeler que la personne face à nous, celle que nous nous apprêtons à écarter, pourrait détenir une pépite capable de tout transformer. Abonnez-vous dès à présent, non pour gonfler des statistiques, mais parce que ces histoires ont besoin de voix comme la vôtre pour perdurer. Parce qu'un spectateur de cette vidéo pourrait être la prochaine Margaret, porteur d'un savoir indispensable au monde, mais terrifié à l'idée de le révéler. Et il a besoin de voir que s'exprimer change la donne, que sa connaissance a du prix, qu'on l'entendra. Aidez-nous à diffuser ces récits. Aidez-nous à faire résonner ces paroles. Aidez-nous à nous souvenir que la connaissance s'épanouit là où on la sème. Et que les graines les plus précieuses sont parfois celles qu'on a presque manquées. De nouvelles histoires chaque semaine, des contes de génies oubliés, des récits de remèdes imprévus, des histoires de gens qui ont transformé le monde en osant briser le silence, et d'autres qui l'ont changé par la simple grâce d'une écoute humble. À la prochaine. Gardez en tête que la prochaine Margaret Fuser pourrait s'exprimer en cet instant, que le prochain docteur Harrison pourrait être vous. Sommes-nous à l'écoute?